et écoutez, c'est super important, la psychologie, les biais cognitifs. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à décoller et je faisais mes 3 000 euros, c'était OK, vas-y, dans 3 à 6 mois, je fais 10 000 euros. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, dans les confidences de pro, on reçoit Stan qui n'est pas un contrôleur de gestion, mais le formateur marketing le plus connu de France. 300 000 fans, 4 vidéos de plus d'1 million de vues. Salut Stan, comment ça va? Salut Anthony, merci de m'avoir invité. Du coup, tu confirmes, tu n'es pas contrôleur de gestion? Je suis pas contrôleur de gestion, malheureusement. J'ai raté ma carrière malgré un bon départ. J'ai fait prépa, j'ai fait école de commerce, tu vois, donc j'étais bien parti, mais non. J'ai fait un mauvais détour. Du coup, j'ai posé moi la question à mes abonnés pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de cette interview et ils m'ont répondu qu'elle soit sans filtre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Vas-y. Ok, cool. À l'échelle de l'humanité, Internet date à peu près d'hier. C'est ce que tu dis dans ton livre qui va bientôt sortir d'ailleurs. Ce qui fait que la ruée vers l'or sur Internet, elle est loin d'être terminée. Est-ce que dans cette interview, tu vas nous révéler l'incroyable secret pour devenir riche? Je vais peut-être pas l'incroyable secret pour devenir riche, mais une chose que je peux te dire, c'est que moi, j'ai commencé sur Internet en 2012. Et en 2012, les gens avaient l'impression que c'était trop tard, que tous les trucs étaient saturés, qu'il y avait plus de niche, que l'argent facile était passé, etc. Dans le sens, c'est vrai, c'est que l'argent facile, des débuts, était plus là. Il y avait des nouvelles techniques qui sont venues et il y a eu un renouvellement. Tu vois, donc c'est intéressant pour les gens qui démarrent aujourd'hui de se dire, quand les gens que tu suis aujourd'hui sur YouTube ont commencé, on leur disait aussi que c'était trop tard et qu'ils avaient raté le coche. D'accord, donc même en 2012 à 2013, c'était déjà saturé en fait. En gros, tu avais aussi l'impression que c'est saturé, mais aussi parce que, si tu veux, les techniques se renouvellent. En 2012-2013, tu avais des techniques comme notamment les sites de niche, ce genre de trucs qui sont des techniques qui sont plus aussi populaires aujourd'hui, mais qui étaient à une certaine époque, le truc dont tout le monde te parlait. Donc forcément, si tu prends le truc dont tout le monde te parle, c'est saturé parce que tout le monde est dessus. Mais si tu appliques en fait un cran plus loin cette mentalité de dire OK, je vais réfléchir par moi-même, regarder un petit peu la situation aujourd'hui et prendre mes décisions par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que j'ai débarqué sur YouTube, c'est comme ça que j'ai débarqué sur le podcast parce que quand tu réfléchis comme ça, tout d'un coup, tu découvres que il y a des nouveaux trucs qui s'ouvrent. Tu vois, à mesure que les trucs se ferment, il y a des nouveaux trucs qui s'ouvrent. Moi, pendant la période où j'ai commencé, un grand truc, c'était Amazon FBA. Tu vois, Amazon FBA a commencé à partir de rien et je connais plein de gens qui sont devenus millionnaires sur Amazon FBA, tu vois, qui ont commencé en 2013 et c'était la grande ruée vers d'or de Amazon FBA. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Amazon FBA, c'est toujours une aussi bonne opportunité? Je sais pas, c'est pas un truc que je connais aussi bien. Je pense que c'est toujours faisable, mais c'est beaucoup plus dur que ça l'a été. Tout comme les sites de niche, c'est encore faisable. C'était super bon. C'est beaucoup plus dur que ça l'a été. Tout comme YouTube, c'est toujours faisable. Et je pense pas que ce soit si dur pour le moment YouTube. Ça reste encore un truc qui est assez open. Je pensais à ça parce que j'ai lu récemment un vieux livre d'il y a plus de 100 ans là, de Louis-Victor Ettinge, qui est un livre que tu peux même pas trouver, enfin c'est difficile à trouver. Il disait déjà que c'était saturé, genre il y a 100 ans, le marketing, il disait que c'était saturé, et du coup ça me faisait penser à ça, le fait que qu'on ait toujours l'impression que c'est saturé et finalement ça l'est pas vraiment. C'est comme on a toujours l'impression, tu vois, que le monde part en sucette. Tu vois, tu regardes, genre Platon disait, les jeunes aujourd'hui savent plus rien, ils respectent pas leurs aînés. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si chaque génération a l'impression que la génération précédente, la génération suivante fait n'importe quoi, tu te dis à ce niveau-là, comment ça se fait qu'on soit pas totalement descendu dans l'anarchie totale, tu vois. Et donc, t'as du coup cette perception qui est que le monde va mal, que la génération suivante ne respecte rien, que les niches sont saturées. Tu vois, il y a toujours un peu cet élément de pessimisme, mais qui est aussi dû au fait que on est toujours en train de combattre la dernière guerre. C'est-à-dire que tu es toujours en train de te dire, les gens qui ont réussi aujourd'hui, ils ont tous commencé il y a 5 ans. Oui, forcément, les gens qui sont visibles aujourd'hui et qui sont connus et qui ont des gros chiffres et qui ont explosé, forcément, ils ont commencé il y a 5 ans. Et les gens qui ont commencé il y a 1 an et demi, tu n'en as pas entendu parler, ils font leur truc. Et le moment où tu es en train de parler d'eux, c'est le moment où peut-être la stratégie exacte qu'eux, ils ont suivie, il faut la renouveler. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut prendre un cran plus loin et réfléchir en termes de principes, parfois plutôt qu'en termes de tactiques très spécifiques que les gens vont utiliser, parce qu'effectivement, ces tactiques-là, elles se périment. Après, plus largement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2019, c'est l'année où Internet s'est saturé et tu peux plus démarrer? Ça me semblera improbable, tu vois. Tout comme ça me semblera improbable que la génération aujourd'hui qui arrive se fasse totalement bouffer le cerveau par les iPads et les iPhones. Ce sera la première génération où effectivement, ça part en sucette et l'humanité va décliner. Ouais, c'est clair. On a toujours l'impression qu'on est sur la brèche et que là, ça va se retourner. Tu vas sortir un livre très prochainement. On en a évoqué déjà un petit peu. Ce qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos.
Un sac à dos, je vois bien à quoi ça ressemble, mais ça veut dire quoi votre empire? Hmm. Donc, je vais être honnête avec toi, c'est un titre sur lequel on a eu beaucoup d'allers-retours, on a beaucoup agonisé. L'idée ici pour moi, c'est de dire ce que moi j'avais toujours eu envie de faire, c'était d'avoir un truc que je pouvais contrôler. C'est, tu vois, d'avoir comme un petit jardin que je pouvais cultiver. Je pouvais mettre mes efforts dedans et j'allais recevoir quelque chose en retour. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui de voir que tu peux, en fait, avec relativement peu de moyens, construire quelque chose qui est autonome et qui fonctionne de manière indépendante. Ce qui était totalement impossible avant, parce qu'en fait, avant, même si tu pouvais être entrepreneur, tu pouvais monter un business, tu pouvais quasiment rien faire sans avoir un staff, sans avoir des ressources, des fournisseurs, des entrepôts, des magasins. Tout ça, c'était impossible. Ce que je fais aujourd'hui, c'était impossible. Donc, l'idée, pour moi, qui est cool d'un empire, c'est que c'est un truc que tu peux totalement contrôler. Tu peux être un petit peu le petit chef et si tu te dis, ce que je veux faire, c'est vraiment grossir le truc au maximum et faire plein d'argent, tu peux. Si ce que tu veux faire, c'est avoir du lifestyle et faire autre chose, tu peux parce que c'est un truc que tu contrôles et tu es un petit peu le chef de ta propre barque pour le meilleur ou pour le pire. Tu vois, il y a des bons points, tu as cette flexibilité, tu as cette liberté. Il y a des mauvais points, c'est que à la fin de la journée, c'est à toi d'aller chercher l'argent, c'est à toi d'aller faire les ventes, c'est à toi d'aller faire le truc et tu n'as personne vraiment vers qui tu peux aller te plaindre. Donc, l'idée de l'empire dans le sac à dos, j'ai bien cette idée que c'est un truc que tu peux contrôler, mais en même temps, il n'a pas besoin. Tu as besoin d'être Steve Jobs. Tu n'as pas besoin non plus de réinventer la roue. Il y a des gens qui ont envie de faire ça, qui ont cette ambition. Il y a des gens qui l'ont pas. Moi, maintenant, je vais changer de fusil d'épaule parce qu'au départ, je vais être très honnête, c'était en gros gagner X milliers d'euros sans personne qui me dit quoi faire. Voilà. Et je fais mon truc, je fais mon voyage, je lis mes livres et je fais mon petit truc et je suis très content et c'est un truc que je contrôle et j'en fais ce que je veux. C'était vraiment mon ambition. Et voilà, du coup, c'est l'idée de l'empire dans le sac à dos. C'est vraiment ça. Je trouvais ça drôle d'avoir un truc qui était censé être énorme, mais qu'en fait, qui peut rentrer dans un truc qui est tout petit grâce à Internet et simplement le fait que tu as accès à tous ces outils qui te permettent de faire des choses qui, avant, t'auraient demandé une vraie organisation. Est-ce que c'est justement un monde qui est réservé aux jeunes? Enfin, en tout cas, c'est plutôt un monde jeune. Est-ce que c'est réservé qu'aux jeunes? J'ai vu des études récemment qui disaient que les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont les entrepreneurs qui ont entre 40 et 50 ans. Alors après, ces études-là, elles sont pas. Donc, je miserais pas autant de connaissances là-dessus parce que, en gros, c'est des études qui sont sur une large population. Tu sais pas exactement à quoi ça fait référence. Aujourd'hui, je pense pas qu'il faille particulièrement être jeune pour faire du truc sur Internet. C'est pas extrêmement compliqué au niveau des outils. Je dirais qu'une personne qui est capable d'utiliser correctement ordinateur, qui sait utiliser Word, qui sait utiliser plus ou moins Excel, tu es capable d'utiliser WordPress, quoi. C'est pas incomparablement plus compliqué de monter une vidéo que de faire du Paint. Tu vois, c'est juste des outils à apprendre et je pense que n'importe qui est capable de l'apprendre. Après, l'autre aspect, c'est aussi la tolérance au risque que les gens peuvent avoir. Je pense qu'il y a un vrai avantage, en tout cas quand tu es jeune, c'est que tu peux vraiment miser gros et tu n'as pas grand-chose à perdre. Et plus tu as de choses à perdre, plus il faut que ton business il soit sûr et certain avant de pouvoir te mettre à fond dessus. Moi, je me suis mis à fond dans mon business. J'étais ménagé au Vietnam. J'avais un truc qui tenait à peine la route, si tu veux. Tu vois. Enfin, si j'avais eu 40 ans et 2 enfants, j'aurais attendu 2 ans de plus avant de mettre à plein temps sur mon truc, que ce soit totalement blindé. Et j'ai aujourd'hui des clients qui le font et qui sont en situation, qui ont 40 ans, qui ont 2 enfants et qui le font. Du coup, ils patientent, quoi. Ils patientent 2 ans de plus que leur truc soit blindé. Et quand ils voient qu'ils ont 2 ans de chiffre d'affaires solide, ils se disent, ok, c'est bon, je peux basculer sur un mi-temps, je peux basculer dessus. Je pense que la tolérance au risque est le principal point. Tu vois, le fait que tu sois jeune, il y a plein d'autres qui démarrent bien sur net, qui sont jeunes, mais qui manquent vachement d'expérience et de compétences et potentiellement de discipline qu'une personne plus âgée aurait. Et voilà, peut-être je dis pas que tu peux le faire si tu as 90 ans, tu vois, mais la plupart des gens qui aujourd'hui peuvent nous écouter, à mon avis, sont en mesure de le faire. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a un peu d'âge qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui a réussi plutôt tard finalement par rapport à sa carrière. Même s'il avait très bien réussi étant jeune, mais disons qu'il a explosé sur Internet. Lui, il propose une stratégie qui est l'inondation des réseaux sociaux sans exception, c'est-à-dire d'être partout. C'est quoi la raison ou la stratégie derrière ton absence d'Instagram? J'ai deux réflexions à ce niveau-là. Le premier, c'est vraiment une réflexion qui tire sur le concept de ce que j'appelle l'effet boule de neige. C'est que pour moi, les efforts sont vraiment, le résultat de tes efforts sont vraiment exponentiels. C'est-à-dire que faire un truc à petite échelle, ça va te rapporter quasiment rien.
tu mets beaucoup, beaucoup plus de ressources et petit à petit, ça va commencer à te rapporter de plus en plus et de plus en plus. Et à un certain point, ça devient un truc qui est massif. Aujourd'hui, pour moi, YouTube, c'est massif par rapport au trafic que je peux choper dessus, par rapport au retour que j'ai sur chacun de mes efforts. La création de formation, c'est un retour qui est massif par rapport à l'effort que je vais faire. Mais ces retours, tu vois, c'est pas que je suis magique, c'est simplement que j'ai poussé cette boule de neige pendant longtemps. Ce qui veut dire que diversifier une partie de mes efforts depuis YouTube pour aller faire de l'Instagram, pour aller faire du LinkedIn, ça m'intéresse pas parce que mon effet boule de neige, il est là, tu vois. Et je sais que le résultat, la rentabilité d'une heure d'effort que je vais passer sur YouTube est incomparable par rapport à une heure d'effort que j'ai passé sur Instagram parce que là où j'ai monté mon effet de levier et mon effet boule de neige, c'est vraiment sur YouTube. Et donc, les gens qui démarrent et qui diffusent leurs efforts, ils comprennent pas qu'en fait, tu auras beaucoup plus de résultats en passant 10 heures par semaine sur une plateforme plutôt qu'en passant 2 heures par semaine sur 5 plateformes. Et c'est vraiment une échelle exponentielle, tu vois. C'est une échelle de x10. C'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3. C'est 1 plus 1 plus 1 égale 3. Ouais, c'est ça. C'est vraiment 1 plus 1 plus 1 contré sur un truc égale 15. Et tu as vraiment des effets multiplicateurs. Le deuxième point, c'est que la manière dont moi je crée du contenu, c'est que je crée le contenu que j'ai envie de regarder, de consommer. C'est pour ça aujourd'hui que je crée des podcasts et je crée des vidéos YouTube parce qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, j'adore écouter des podcasts et j'aime beaucoup regarder des vidéos YouTube, notamment des vidéos YouTube qui sont vraiment bien écrites, où tu vois que la personne s'est un peu fait chier derrière. Et du coup, c'est le contenu que je crée. Je consomme pas d'Instagram et du coup, j'ai pas de feeling en fait pour le contenu qui serait excellent et que j'aurais envie de consommer dessus parce qu'il y a rien en fait qui me plaît sur cette plateforme. Et je pense que la raison pour laquelle rien ne me plaît sur cette plateforme, c'est pas particulièrement parce que je suis snob, simplement que c'est pas une plateforme qui rentre dans la manière dont moi je réfléchis en fait. Et moi, je réfléchis vraiment sur du contenu détaillé en fait. C'est pour ça que j'ai gravité à l'origine sur le podcast en faisant des épisodes longs d'1 heure. C'est pour ça que je fais des vidéos YouTube qui sont assez longues, qui sont très écrites parce que le contenu détaillé d'analyse qui rentre en profondeur dans un sujet, c'est moi ça qui m'intéresse de consommer et c'est ça aussi qui m'intéresse de créer et c'est là où je suis fort pour le créer. Si demain je me lance sur Instagram, mon avantage compétitif de pouvoir faire du contenu long et détaillé, il me sert à rien. Et donc du coup, je me retrouve à être concurrent sur une plateforme qui me passionne pas, qui rentre pas dans mes forces et où j'ai pas vraiment d'avantages. Il y a d'autres avantages qui vont être utilisés sur Instagram, peut-être d'avoir vraiment un œil pour le design, un œil visuel, peut-être d'avoir un style de vie super intéressant, peut-être d'avoir des trucs cool à montrer, peut-être de conduire des belles bagnoles, etc., qui sont pas des trucs que moi j'ai cultivés. Et donc, je pense que d'un point de vue purement stratégique, il faut aller là où tes forces à toi vont avoir le maximum d'impact et pas forcément là où la plupart des gens sont parce que c'est à la mode. D'ailleurs, tu as une seconde chaîne YouTube qui est un peu ton podcast où tu interviews des gens. Tu fais du contenu court sur cette chaîne-là, justement? En réalité, non, parce que tout le contenu que tu vois sur cette chaîne, c'est des podcasts qui ont été découpés en tranches par un de mes assistants. Donc, c'est une chaîne sur laquelle on publie tous les jours. Et là, pour le coup, c'est une stratégie qui est assez inspirée de Gary Vaynerchuk, c'est-à-dire que comment est-ce que tu prends un élément de contenu et le multiplier et en faire plus de choses. Donc, sur la chaîne podcast, moi, c'est un truc que je ne touche absolument pas. Donc, moi, je fais mes podcasts, j'interviewe j'interviewe mes invités sur mon podcast pendant 1h30. Et après, je vais avoir ou alors je fais mon FAQ pendant 45 minutes, ou alors je fais mon podcast solo pendant 35 minutes. Et après, j'ai un assistant qui passe et qui le découpe en tranches, qui donne un titre à chaque épisode et qui va les poster séparément sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si tu regardes cette chaîne YouTube, elle est intéressante parce que moi, ça me prend aucun temps et c'est totalement géré par d'autres personnes. Et ça fait un pont intéressant entre mon YouTube et mon podcast. Mais voilà, tu vois que c'est pas non plus les vidéos qui vont le plus cartonner. C'est pas les petites vidéos courtes de 3 minutes qui ont été découpées d'un podcast. C'est vraiment les vidéos que j'ai écrites pendant plusieurs jours de 25 minutes sur la chaîne principale. Et du coup, tu parlais justement que tu as des équipes qui travaillent pour toi. Je voulais aller sur ce point-là parce que dans le domaine de l'infoprenariat, il y a deux teams, on va dire, qui s'affrontent. Il y a ceux qui créent des petits produits très réguliers et ceux qui créent des gros produits et qui les améliorent avec le temps. J'ai plus l'impression que tu fais partie de cette seconde catégorie d'infopreneurs qui créent des gros produits et qui les améliorent avec le temps. Est-ce que c'est ce choix-là d'être sur cette partie-là en fait qui a conditionné le fait d'avoir une entreprise avec des salariés plutôt que de jouer justement au marketeur business lifestyle au bord de la piscine? Est-ce que du coup tu as construit ton entreprise sur ça en fait?
Tu as raison sur ton analyse que moi, j'essaie de faire des éléments de plus long terme. Et c'est d'ailleurs non seulement sur la création de formation, mais c'est aussi sur la création de contenu. C'est pour ça que je fais pas de contenu quotidien et je fais des vidéos. Aujourd'hui, les vidéos que je fais, elles sont généralement conçues pour pouvoir fonctionner toujours dans 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai des vidéos qui marchent très bien sur ma chaîne, des vidéos qui me rapportent le plus d'abonnés, qui ont été faites en 2016. Donc, en fait, qui ont plus de 3 ans et elles continuent à me rapporter encore aujourd'hui plein d'abonnés et plein de vues. Donc, c'est comme ça que je réfléchis à mon contenu. C'est comme ça que je réfléchis aussi à mes formations. En revanche, c'est pas le point déterminant dans le fait que j'ai décidé de recruter une équipe. Parce qu'aujourd'hui, mon business, même mon business de formation et de vidéos détaillées, je pourrais le mener avec une personne à plein temps, plus un freelance. Et voilà, je pourrais le mener très bien comme ça. Donc, j'aurais une personne à plein temps. Cette personne à plein temps, elle s'occuperait de répondre aux emails que je reçois. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible pour moi d'envisager de répondre aux emails qui rentrent. Enfin, on a un volume, si tu veux, dès qu'on envoie un email, on a des centaines et des centaines et des centaines de réponses. Donc, ça serait impossible pour moi de continuer à répondre aux gens. Moi, j'ai besoin d'une personne vraiment qui s'occupe de ça et qui s'occupe aussi de mettre en ligne les vidéos, mettre en ligne les pages de vente, s'occuper de tous les aspects un petit peu techniques qui rentrent dans les coulisses d'un business. Parce que là, ça serait impossible pour moi ça serait possible pour moi si tu veux, mais ça serait idiot pour moi d'être en train de mettre en place des pages de vente et des liens et des redirections. Donc, il me faudrait une personne à plein temps pour faire ça, mais c'est essentiellement tout. C'est-à-dire que tout le reste de mon équipe est là pour des projets qui sont annexes, qui sont des projets de croissance. J'ai 2 personnes qui sont à full-time sur le coaching et la prestation de service. J'ai une personne qui est là pour m'aider à développer le contenu et les formations, mais voilà, je pourrais très bien le gérer avec une seule personne. Donc, le choix est pas à ce niveau-là. Tu vois, j'aurais pu faire le choix, et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai fait pendant un moment, de faire mes formations tout seul et de faire mon contenu et d'avoir probablement, tu vois, une personne à plein temps pour faire les emails, seulement à partir du moment où tu as atteint une certaine échelle, parce que au départ, tu as besoin d'une personne à plein temps, plus une personne pour faire le montage audio, plus une personne pour faire le montage vidéo. Donc, 2 freelances. Et je pourrais très bien le mener comme ça, mais derrière, j'ai envie de faire levier aussi sur ma chaîne YouTube, sur mon audience, pour faire des projets qui vont bien au-delà, notamment aider des clients qui sont pas forcément intéressés par les formations en ligne parce que c'est des grosses boîtes. Et là, j'ai besoin d'avoir 2 personnes qui sont focalisées sur la prestation de service. C'est la même chose. Prestation de service, pour le faire à moitié, moi, à côté de mon contenu, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai besoin d'y avoir une équipe qui est dédiée pour que ça ait un impact en termes de chiffre d'affaires et puis tout simplement en termes de la qualité de ce qu'on peut apporter et de l'échelle de clients en fait auquel on peut prétendre. Oui, parce que tu as hésité longtemps justement à grossir une équipe. Tu t'es posé la question sur ce sujet-là? Ouais, je me suis beaucoup posé la question à ce sujet-là. Parce que je savais, et d'ailleurs ça s'est validé si tu veux, c'est qu'à partir du moment où tu as développé cette équipe-là, tu as une responsabilité envers les membres de ton équipe. C'est-à-dire que… Parce qu'il y a un coût quand même, il y a un coût sur cette équipe-là, forcément tu dois sortir beaucoup de chiffre d'affaires pour les payer, j'imagine. Il y a un aspect financier, il y a un coût, c'est-à-dire que ton burn, ça passe de combien d'argent j'ai besoin pour vivre à combien d'argent est-ce que j'ai besoin pour faire vivre 5 personnes. Donc, c'est directement un facteur qui est différent. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je recrute des gens qui sont extrêmement ambitieux, extrêmement talentueux pour bosser avec moi dans mon business. Je recrute pas des gens qui veulent juste un job et rentrer chez eux et c'est tout. Ce qui veut dire que ces gens ambitieux, j'ai aussi un deal avec eux. Et le deal, c'est que on est sur une trajectoire explosive, qu'on continue à grossir énormément et que si tu restes avec moi pendant quelques années, tu auras vraiment l'opportunité de faire des trucs significatifs dans le business. Et que donc, la personne qui est rentrée il y a 2 ans et qui s'occupe de répondre aux emails de service client, j'ai pas envie qu'il réponde aux emails de service client pendant très longtemps, en fait. Et donc, du coup, le deal que j'ai avec lui, c'est tu vas répondre aux emails de service client et tu vas faire le truc au bas de l'échelle, mais tu vas tout apprendre les rouages du business et tu vas pouvoir monter en grade. Et en gros, la personne qui a commencé, qui est entrée en premier en full time avec moi, sur lui, la personne qui gère l'ensemble de mon pôle de service et de coaching. Donc, lui, il est monté en grade assez rapidement, de pouvoir aujourd'hui gérer une personne à plein temps qui travaille avec lui, de pouvoir aller pitcher des services à des boîtes qui font des millions, tu vois, même des boîtes qui sont plus grosses que la mienne. Lui, il est capable d'aller leur pitcher des services, notamment sur l'email marketing, etc. Donc, en gros, c'est un deuxième aspect, c'est-à-dire que j'ai besoin aussi j'ai pas besoin, mais je me suis aussi engagé à continuer à développer cette boîte et à développer des opportunités, à développer des projets qui sont toujours plus ambitieux, qui vont peut-être là au-delà de moi, de mes besoins personnels. Si mes besoins personnels financiers, ils ont été remplis il y a longtemps. Mais ensuite, je me suis dit, j'ai envie de faire des projets plus gros. Pour ça, j'ai besoin d'une équipe. Mais ça va dans les 2 sens. J'ai besoin d'une équipe pour faire des projets plus gros, mais j'ai aussi besoin de faire des projets plus gros pour justifier à cette équipe qu'ils vont bosser avec moi et qu'il y a des trucs cool à faire et que c'est pas juste qu'ils vont
qui vont être assistants à vie pour Stan Leloup. Ouais, tu vois vraiment le truc énorme à 10, 20 ans devenir un truc super gros. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'écris un livre. Hein. Ouais. Okay. Tu veux, si tu peux afficher sur le même point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi c'est passé 6 mois de mon année à écrire un livre, tu vois, en termes de coût d'opportunité, du business que j'ai pas fait, des formations que j'ai pas lancées, des vidéos YouTube que j'ai pas fait, c'est assez significatif. Et le livre, il va sortir. Tu vois, le livre, ça apporte un petit peu d'argent, mais je le fais avec un éditeur traditionnel, en librairie, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans cette chaîne de valeur. Tes retours ici sur droit d'auteur, ils sont pas énormes. Fondamentalement, financièrement, ça n'a absolument aucun sens si tu compares par rapport à ce temps investi dans mon business sur des vidéos et sur des formations. Non, du coup, pourquoi est-ce que je vais aller faire un livre? C'est parce que il y a un point où c'est un truc que j'avais toujours eu envie de faire et aujourd'hui, j'ai la capacité de le faire et de pouvoir faire tourner mon business en parallèle avec mon équipe. Donc ça, c'était un truc cool. Mais il y a aussi l'aspect que j'ai cette vision que sur un horizon de 3 à 5 ans, avoir écrit ce livre et en faire vraiment, si j'arrive à en faire, ça reste encore une question qui est ouverte au moment d'enregistrer cette vidéo, si j'arrive à en faire un vrai succès, un vrai best-seller, un truc qui est, voilà, quand tu cites les 5 livres à lire pour devenir entrepreneur, si le tien, il est dedans, tout d'un coup, ça te met dans une autre zone. C'est une chose d'avoir la chaîne YouTube, c'est une chose d'avoir ton business, c'est une autre chose encore d'avoir ce livre best-seller que les gens peuvent se faire recommander et qui peut être une des portes d'entrée dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, c'est un calcul qui a de sens s'il fonctionne que sur un horizon de temps un peu plus long. Sur l'idée que voilà, ce livre-là, sur ce qui m'apporte en réputation sur les 5 prochaines années, mettons, il va plus que compenser le CA que j'ai pas fait en passant 6 mois de l'année à faire un bouquin. Et c'est la même chose pour mon équipe. Tu vois, il y a certains points où tu pourrais dire à ton équipe aujourd'hui, tu la recrutes, etc. Tu passes plein de temps à former les gens. Est-ce que ça a du sens? Sur les 3 mois, non, ça n'a pas de sens. Sur les 6 mois, peut-être pas. Mais sur un horizon de 3 ans, la trajectoire que ces gars vont avoir, et c'est pas que des gars d'ailleurs, ces gars et ces filles que j'en recrute vont avoir, ils vont devenir ultra efficaces. Je vais pouvoir les déployer sur des projets que j'aurais pas pu faire moi-même. Et donc sur un horizon de 5 ans, d'un coup, ça prend beaucoup de sens. Tu donnes envie à beaucoup de personnes justement de se lancer et d'atteindre ton niveau. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent atteindre ton niveau. En tout cas, voilà, il faut beaucoup d'efforts. Et je t'ai entendu dire d'ailleurs dans un de tes, je sais pas où, dans un de tes podcasts sûrement, si on t'avait dit que c'était si dur d'arriver là où tu es, tu n'aurais jamais commencé. Est-ce que ça veut dire que tu as travaillé énormément pour si peu? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut simplement être inconscient pour faire nos métiers? En fait, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle le biais d'optimisme. C'est-à-dire que c'est plutôt le biais de supériorité. On va dire que le biais d'optimisme est une sous-catégorie du biais de supériorité. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression que tu es un peu meilleur que la moyenne. Tout le monde est toujours meilleur que la moyenne. Tout le monde est un meilleur conducteur que la moyenne. Tu vois, c'est un biais psychologique. Un des biais, donc le biais d'optimisme, c'est que tu penses toujours qu'un truc va prendre moins de temps que prévu. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, je pensais que j'allais écrire le premier jet et qu'en 6 semaines, je l'aurais bouclé. Ce qui n'a pas du tout été le cas, si tu veux. Que j'aurais écrit un premier jet en 6 semaines. Sur le papier, ça me semblait réaliste et pourtant, j'ai l'habitude d'écrire. J'écris beaucoup de vidéos, j'écris beaucoup de pages de vente, etc. Mais j'ai sous-estimé le temps que ça allait me prendre. Mais je pense que ce biais-là, et souvent les biais cognitifs, en fait, un truc qu'on réalise pas, c'est que ces biais cognitifs, ils existent pour une raison. C'est qu'en fait, ils ont aussi des avantages et ils nous aident à prendre de meilleures décisions. Et dans ce cas-là, ça nous aide à prendre l'idée de dire, OK, ça va me prendre 6 semaines et je vais démarrer. Ça m'aide à démarrer, ça m'aide à tenir. Et au final, au moment où je m'aperçois que ça va pas prendre 6 semaines, c'est trop tard, tu vois. Je suis au milieu du truc et maintenant, j'ai un biais en anglais sunk cost. En français, c'est les coûts irrécupérables où j'ai déjà fait la moitié du projet. Je vais continuer. J'ai aussi un principe de cohérence. Voilà, tu vois, j'ai dit à tout le monde que j'allais le faire, donc je vais le continuer. Et j'ai un autre biais psychologique qui m'amène sur la deuxième moitié du chemin. Donc, en fait, cette idée de dire, si on m'avait dit combien de temps ça allait prendre, je l'aurais pas fait. C'est à partir du moment où moi j'ai commencé, à chaque point, je me dis, OK, c'est bon. Dans environ 3 à 6 mois, je gagne 3 000 € par mois. C'est bon, je le vois, tu vois, c'est easy. Tac, tac, tac. 3 mois plus tard, OK, vas-y, dans 3 à 6 mois. Tac, tac, tac. 3 mois plus tard, dans 3 à 6 mois, tu vois. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à décoller et je faisais mes 3 000 €, c'était OK, vas-y, dans 3 à 6 mois, je fais 10 000 €. Tac, tac, tac. Et pareil, 20 000 €, 30 000 €. Tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression que j'étais juste à un cran du next step. Et donc, du coup, ça me motive à continuer, même si au final, ça a pris plus longtemps. Mais si on m'avait dit, OK, boule de cristal, aujourd'hui, tu démarres à partir de 0 et ça va te prendre 12 mois de pouvoir en vivre.
je me serais dit, ah putain, 12 mois et tout. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que dans 3 mois, c'était à portée de main. Et donc, du coup, j'étais motivé pour continuer. Alors que si j'avais su vraiment combien de temps, en réalité, ça allait me prendre, il est possible que je me serais découragé. Et peut-être la même chose, tu vois, sur le livre. Est-ce que cette année, je me serais dit, je vais écrire un livre, ça va me prendre 6 mois et je vais vraiment bosser comme un taré dessus? Je me serais dit, ouais, peut-être pas, j'ai d'autres priorités, etc. Tu vois, mais comme je me suis dit, tiens, ok, je pense qu'en 4 mois, enfin, en 3 mois, en grosso modo, je peux le boucler. Je me suis dit, ok, 3 mois, ok, c'est jouable. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que je n'aurais jamais commencé si je me serais dit exactement si j'avais eu un bilan d'un chiffré de combien de temps ça allait me prendre. Et parce que tu as ce biais d'optimisme de te dire, ok, j'y suis presque, bah, c'est plus facile de le commencer. Et je pense que pour ces raisons-là, voilà, c'est pas une mauvaise chose. C'est clair, ça donne de la motivation de se dire qu'on y est presque et qu'on peut le toucher du doigt. Dans ton livre, tu expliques un concept fascinant aussi qui est le marchand de glace et l'emplacement idéal. Sur ta chaîne YouTube, tu as utilisé de nombreuses fois cette stratégie. Est-ce que le rôle du marketeur, c'est d'utiliser ou de créer des dramas, un peu comme tu as utilisé avec Lama Fâché et Emmanuel Friedenreich, pour se créer justement de toutes pièces un endroit pour vendre ses glaces? La manière dont moi je le vois, c'est que si tu as un camion de glace et que tu veux vendre des glaces, la meilleure stratégie pour vendre des glaces, c'est de te mettre là où les gens ont envie d'en acheter, c'est-à-dire au bord de la plage. Et que si tu vas te garer ton camion de glace en haut d'une piste de ski, ben, tu vas pas vendre beaucoup de glace. Et le truc, c'est que la stratégie, c'est pas d'essayer de convaincre les gens qui sont en haut d'une piste de ski qu'il faut acheter des glaces. Tu vois, la stratégie, c'est de venir te placer là où les gens sont déjà, en fait, et de venir t'insérer dans cette conversation. C'est aussi un concept de copywriting, c'est-à-dire que tu veux commencer au point de départ là où les gens sont déjà. Et donc, si tu es en haut d'une piste de ski, tu as deux choix. Soit tu changes ce que tu es en train de vendre et tu mets à vendre des crêpes au Nutella, soit tu prends ton camion, tu le déplaces et tu vas te mettre au bord de la plage. Et c'est comme ça que moi, je vois aussi la question sur YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, je réfléchis à qu'est-ce qui va faire que les gens vont cliquer sur une vidéo. C'est assez simple. Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Qu'est-ce qui va intriguer les gens? Quel est le meilleur angle de point sur ce sujet? Et parfois, je veux parler d'un sujet assez complexe. Et la meilleure manière de le faire, c'est de trouver un drama, c'est de trouver un film, c'est de trouver une série qui va le faire. Parce que je sais que les gens ont envie d'entendre parler de ce sujet. Donc, plutôt qu'essayer de convaincre les gens, écoutez, c'est super important, la psychologie, les biais cognitifs, tu vois, je te dis, bah voilà, je vais t'expliquer comment les biais cognitifs, ils fonctionnent par rapport au loup de Wall Street. Et tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup moins de travail à faire pour moi de convaincre les gens. Et j'ai pas besoin de convaincre les gens que c'est important parce que je me suis placé là où les gens étaient. Et bien souvent, c'est ça que les gens oublient, c'est qu'en marketing, il est beaucoup plus facile de comprendre, si tu veux, les vents existants et les courants existants et de te placer de manière judicieuse au bon endroit, au bon moment pour pouvoir décoller, plutôt que de dire, OK, j'ai ce truc-là, il faut absolument que je le refourgue aux gens, coûte que coûte, avec des actes de persuasion à la mort moelleux, tu vois. Et ça marche beaucoup moins bien. Et c'est vraiment la galère de travailler comme ça quand tu dois essayer d'aller refourguer des trucs aux gens. Alors que si tu veux partir de, OK, on va être un peu plus opportuniste, on va réfléchir à ce que les gens veulent, ce que les gens veulent acheter, ce qui les intéresse, ce qui a déjà leur attention, et tu vas te placer là, c'est beaucoup plus facile. Ok, ouais, déjà commencer la discussion avec ce que les gens ont dans la tête, c'est un des principes de copywriting qu'on utilise beaucoup en tant que copywriter, exactement. Juste avant de passer à la seconde partie de l'interview, donc cette interview est coupée en deux, la première partie sur les réseaux et la deuxième partie sur un lien en description. Il y a deux choses que je voulais voir avec toi. La première chose, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter ou travailler avec toi? Donc, mon site s'appelle marketingmania.fr. Là où je suis surtout connu, c'est sur la chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania. Mon livre s'appelle Votre empire dans un sac à dos et se trouve à l'adresse marketingmania.fr/empire. Donc, si les gens vont sur marketingmania.fr, ils pourront retrouver toutes les infos directement sur la page d'accueil. Et du coup, j'ai eu accès en exclusivité au sommaire de ton livre. J'ai noté 5 chapitres, donc je suis super curieux de découvrir le contenu. Juste le titre, on voit que tu as une expérience de copywriter parce que juste les titres m'ont vraiment intrigué. Je vais lire les intitulés, je te laisserai choisir l'un des 5 intitulés qui m'ont intrigué pour qu'on en parle peut-être un peu plus en détail. Dans la seconde partie. Donc, ça marche. Les titres qui m'ont intrigué, c'est quel besoin remplit un film d'action
Moi, ça m'intrigue, ce truc-là. Comment vendre le sens de la vie? Je pense que ça va intéresser tous ceux qui sont dans le développement personnel, justement. Est-ce que votre avatar vous limite? Ça aussi, c'est une question qui me taraude. La créativité d'un entrepreneur n'est pas dans sa grande idée. Du coup, voilà, où est-ce qu'elle est? Un bon système commence dans la boue. Ça, je suis 100% d'accord avec cette affirmation. Du coup, je te laisserai choisir parmi ces 5 thèmes lequel on va aborder dans la seconde partie de l'interview et comment on peut justement rendre curieux, vu que tu as une expérience dans le copywriting, comment on peut rendre curieux les gens de nous rejoindre dans la seconde partie? On peut parler, ce que j'aime beaucoup, le premier que tu as cité, c'est quel besoin remplit un film d'action. Il faut comprendre en fait aujourd'hui qu'une des meilleures manières de trouver des idées marketing, c'est pas de copier en fait ce que font tes concurrents, parce que là, c'est des trucs qui sont vus et revus et que ton client est un peu désensibilisé. Et que si tu apprends à analyser tout un tas de choses qui sont en dehors de ton domaine, tu peux trouver des idées qui sont nouvelles. Et en fait, c'est comme ça aujourd'hui que moi, j'ai percé sur YouTube. C'est qu'en fait, j'ai réfléchi à des concepts et des formats de vidéos qui fonctionnent dans d'autres domaines, notamment sur des chaînes qui font des analyses de pop culture. La chaîne qui m'a le plus inspiré, c'est une chaîne qui s'appelle Nerdwriter. Il fait des analyses de tableaux, de films, parfois de chansons. Je me suis dit, est-ce que je peux prendre le même concept et l'appliquer dans le marketing? Donc, du coup, on peut parler de quel besoin remplit un film d'action pour réfléchir en termes de storytelling et pour réfléchir en termes de besoins et de comment est-ce que tu peux analyser un média qui, à première vue, pourrait te sembler bas de plafond, mais si ça fonctionne et si ça cartonne, c'est souvent qu'il y a une raison. Le deuxième point qu'on parlait, c'est est-ce que votre avatar vous limite? Parce que moi, c'est une question que je reçois énormément. Donc, toutes les semaines, j'ai des consultations privées où je réponds à toutes les questions de mes clients en vidéo. Et ça, c'est une question qui revient sous une forme ou sous une autre extrêmement souvent. Les gens ont vraiment peur de se dire, OK, si j'ai choisi un avatar très précis, est-ce que ça veut dire que mon business il va être toujours limité par ça? Et inversement, j'ai pas envie de le faire, donc du coup, je vais choisir un avatar qui est super large, même si on m'a dit en copywriting qu'il fallait avoir un avatar précis. Et je pense qu'il y a une réponse assez claire qu'on peut donner à ce sujet qui peut désamorcer en fait cette peur et qui peut aider les gens à ne plus avoir cette anxiété-là, tu vois, de savoir si je suis en train de me limiter par mon marketing. Tu veux qu'on commence par lequel? Comme tu veux, comme tu le sens, ce que tu sens là. Bah écoute, on parlait d'avatar à l'instant, on peut continuer l'avatar et puis ensuite on reviendra sur l'autre. Donc en gros, l'idée sur l'avatar, c'est que… Pour avoir la suite de cette interview, rendez-vous dans les hacks de Stan. Tu vas recevoir gratuitement directement dans ta boîte mail des méthodes d'une valeur inestimable. On se donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté en cliquant simplement sur le lien en description. À tout de suite.